milieu des années 60, rien ne semblait pouvoir arrêter la marche triomphale de l'astronautique soviétique. Sputnik, Gagarine, Tereshkova, un succès chassait l'autre. Ce qui n'empêchait pas les initiés de savoir depuis longtemps que la recherche spatiale était en crise. L'ère de la confiance. Léonid Brejnev était le nouvel homme fort à Moscou. Les experts en fusée attendaient de lui soutien et compréhension. Lettre au Parti communiste d'Union soviétique. Cher Léonid Ilitch, le 50e anniversaire de notre révolution d'octobre est proche. Nous souhaitons de nouvelles victoires dans la conquête du cosmos. Mais nous n'avons pas de vaisseau, nous n'avons pour voler aucun engin, rien qui nous permette de mener à bien un programme de recherche spatiale. En résumé, il faut un plan d'État pour les vols intersidéraux habités qui contiennent tous les éléments nécessaires à la mise en place de ces opérations. En Union soviétique, personne ne sait si l'on envisage d'envoyer à nouveau un homme dans l'espace depuis notre pays. Presque tous les cosmonautes avaient co-signé cette lettre. Ces auteurs insistaient bien sûr aussi sur l'intérêt des fusées sur le plan militaire. Lobbyisme de bonne loi. Il était évident que la restructuration de la recherche spatiale allait coûter très cher. Mais on savait aussi pertinemment que les techniques utilisées étaient obsolètes. En 1966, début des essais pour un nouveau vaisseau spatial, la série des Soyouz. Les engins de la génération précédente se contentaient de faire le tour de la Terre. Le programme Soyouz avait, lui, des objectifs autrement ambitieux. Il s'agissait de créer une cabine destinée à être aussi bien un élément d'une station orbitale qu'un vaisseau d'exploration cosmique. Le constructeur en chef, Vassili Nishin, voulait mettre en œuvre un plan conçu par son prédécesseur, Korolev, plan qui devait ouvrir aux soviétiques la route de la Lune. Condition indispensable et innovation capitale pour mener à bien cette mission, être capable d'arrimer plusieurs vaisseaux ensemble. Komarov en cours d'entraînement. Il devait être le premier à piloter Soyouz dans l'espace et à effectuer une manœuvre de couplage avec un autre engin. Le tir était prévu pour le 23 avril 1967. On était à la veille du 1er mai et le 50e anniversaire de la révolution d'octobre était en vue. Retentissant coup de timbale dans le cosmos. Tout était soigneusement préparé, comme à l'accoutumée. Sauf que personne ne savait exactement comment fonctionnait ce nouveau système. La tension se lit sur les traits de Komarov. Главное, подъем пошел. Счастливо, Володя. Счастливый путь. Полет нормальный, все, Володя, хорошо. Понял, 20 секунд нормально. О, полета! До свидания, 20-й. Начинаем работать по программе. Заря, Заря, я Рубин. Ce montage permet de comprendre les pannes. Un des panneaux solaires refusa de se déployer. Le vaisseau ne pouvait plus être correctement approvisionné en énergie. La situation était critique. Plus question de passer à l'autre étape du programme et d'envoyer un second vaisseau pour s'amarrer au premier. L'ordre fut donné de regagner immédiatement la Terre.
Après un atterrissage réussi, le monde devait apprendre un nouvel exploit de la spationautique soviétique. Il découvrit une catastrophe. Les parachutes s'étaient mis en torche. Et on avait là la première victime qu'il était impossible de passer sous silence. De nombreux citoyens soviétiques refusent de croire à la mort de Komarov. Bien conditionnés par une propagande qui ne parle que des succès, ils préfèrent croire à une rumeur. Komarov aurait fait un atterrissage forcé en Bulgarie ou en Allemagne de l'Ouest. J'avais été nommée responsable de l'entraînement du groupe femmes. Mais cela, c'était après la mort de Vladimir Komarov. Ce point devint problématique pour nous. Ce n'était pas seulement le fait de Michine, non. À mon avis, il y avait d'autres responsables. Peut-être était-ce dû au conservatisme masculin ou à d'autres raisons que nous ignorions. En tout cas, le rôle des femmes fut progressivement oublié. Peut-être était-ce parce que le vol de Soyouz s'était terminé par la mort de Komarov. Peut-être que cela a eu une incidence. Le groupe de femmes dirigé par Valentina Tereshkova, la première femme dans l'espace, avait suivi depuis plusieurs années un entraînement très dur pour participer à des vols à 3 et à des sorties dans l'espace. Après la tragédie de Soyouz 1, elles furent les premières victimes des apparatchiks de l'espace qui étaient obsédés par l'urgence de nouveaux succès. Les femmes n'eurent plus jamais l'occasion de s'envoler vers les étoiles. Vous comprenez que la suspension d'un programme, et pas seulement du programme lunaire, et aussi la fin de la participation des femmes à la conquête de l'espace, plus la suppression du projet de navette Buran, sont ressentis par chacun de nous comme une tragédie personnelle. Car les expériences sont là, et ce désir très fort des gens de remplir une mission. Des gens déjà formés, d'autres qui voudraient l'être. C'est pourquoi chacun de nous ressent cette situation comme une tragédie personnelle. Les soviétiques laissent le reste du monde se perdre en conjectures quant à leurs intentions. Pourtant, une équipe de cosmonautes est déjà en train de tester un engin prévu pour débarquer sur la Lune. Un oukase a décrété, il faut qu'en 1967-68, des vaisseaux soviétiques contournent la Lune et y fassent allumer un homme. Mais le désastre de Soyouz 1 avait porté un rude coup aux soviétiques qui ne purent réussir le tour de force réclamé, malgré tous les moyens mis en œuvre. Tant que nos dirigeants étaient convaincus que nous étions aussi bons que les Américains, ils n'ont pas suspendu le programme lunaire. Mais lorsqu'ils ont compris que les Américains allaient nous dépasser, ils ont stoppé le projet, sans tenir compte de l'énorme travail qui avait déjà été fourni en amont. La thèse officielle était « La Lune n'a jamais été un objectif de la spationautique soviétique ». Tous les participants au projet furent tenus au secret absolu. L'URSS ne voulait jamais avouer ses défaites, ni aux yeux du monde, ni devant ses concitoyens. Les premières images de la Lune, transmises par la télévision américaine, n'eurent même pas droit de citer sur les écrans moscovites. Avec le fameux pas d'Armstrong, les États-Unis devenaient la première puissance spatiale. And God divided the light from the darkness. And God called the light day. And the darkness he called night. And Après la catastrophe de Soyouz, l'échec du programme lunaire et une série d'autres incidents, les soviétiques décidèrent de changer de cap. Ils avaient encore une chance, s'ils se concentraient dorénavant sur les vols de longue durée en orbite. Enfin, un projet d'ensemble, une cohérence. L'entraînement commence. Film sur la préparation de l'équipage de Soyouz 9.
Еще при Королеве был задуман долговременный, сначала на 22, потом на 18, потом на 18. On teste les survêtements spéciaux qui permettent de compenser l'atrophie musculaire en état d'apesanteur. Les deux cosmonautes passèrent 18 jours dans leur habitacle exigu. Sevastianov et Nikolaev réalisèrent le premier vol de longue durée dans l'histoire de la conquête spatiale. Prêts à l'atterrissage. Le retour dans la zone d'attraction terrestre fait peser des tonnes sur leur corps. Il leur faudra plusieurs semaines pour se remettre de ce vol. Pour les Russes, la mission de Soyouz 9 a été un succès et leur vaut plus que de l'estime. Le projet en cours semble faire ses preuves. Un an après le vol de longue durée de Soyouz 9, nouveau défi dans l'histoire des vols spatiaux humains. Dobrovolsky, Volkov et Patsaïev sont chargés d'arrimer le vaisseau Soyouz 11 à la station orbitale Salyut 1. Le trio faisait en fait partie de l'équipage de réserve, mais la maladie d'un membre du premier équipage en a décidé autrement. Un film d'amateur tiré des archives de la famille Patsaïev. Le père et la fille, la famille du cosmonaute modèle. Le tir a lieu le 6 juin 1971 à Baïkonour. 2 mois auparavant, Soyouz 10 avait aussi décollé d'ici avec la même mission. Mais la manœuvre de jonction avait échoué. Dans un premier temps, le vol de Soyouz 11 se déroule comme prévu. Et les Russes réussissent l'arrimage entre le vaisseau et la station. Une opération décisive pour la poursuite des expériences dans l'espace. Des images transmises depuis la station orbitale. Les dernières avant la mort des 3 cosmonautes. La capsule d'atterrissage. La défaillance d'une pièce minuscule, une valve qui reste ouverte, des corps qui ne peuvent résister à la brusque dépressurisation. Lorsqu'on ouvrit la capsule, tous 3 étaient déjà morts. Les tentatives de réanimation furent vaines. La tragédie était inévitable. En fait, c'était Leonov qui devait effectuer ce vol. J'éprouvais bien sûr un sentiment de culpabilité. Que eux soient partis à ma place. Mais ces processus sont irréversibles. Si j'étais parti, je serais mort moi aussi. Je ne sais plus qui avait changé l'équipage avant le vol. Et puis, je me torturais sans arrêt en me demandant si j'avais tout fait pour les préserver de leur destin. Je les connaissais. Je connais leur famille, leurs enfants. Comment encore regarder ces derniers en face ? Vous allez me demander, tu as vraiment fait tout ton possible? J'avais tout fait. J'ai la conscience tranquille. Je ne suis pas coupable. Personne n'est coupable. À l'époque, nous ne savions pas à quelle sollicitation étaient soumis les matériaux durant les vols de longue durée. Les spationautes sont toujours confrontés à des dangers qui ne sont pas prévisibles en amont. Funérailles nationales sur la place rouge.
l'accident de Soyouz 11 eut des incidences désastreuses sur la recherche civile. Il fallut attendre 2 ans pour voir décoller Soyouz 12. Par contre, le programme militaire d'études de missiles ne subit pas de retard notoire. L'intérêt militaire des programmes spatiaux fut l'une des raisons majeures pour lesquelles l'État voulut développer l'astronautique. L'aspect militaire était un moteur essentiel qui permit à cette recherche de devenir ce qu'elle fut. La majorité des efforts entrepris étaient dictés en permanence par des impératifs de défense et de sécurité. Durant toutes ces décennies que dura la confrontation Est-Ouest. Montage de la première station orbitale soviétique. La station Almas, qui avait été au départ conçue à des fins militaires, fut réaménagée pour donner le laboratoire Salyut, dont les objectifs n'étaient d'ailleurs pas uniquement civils. Nous l'avons appris dès que les stations Salyut ont été lancées. Je ne me souviens plus précisément de la date. Dès qu'une masse aussi importante qu'un véhicule spatial habité était mise en orbite, nous le savions immédiatement. Quelques heures seulement après le départ d'une cabine Soyouz, nous en connaissions l'existence. Nous avions le sentiment, à travers diverses publications, que certaines de ces stations avaient des objectifs militaires, des missions de reconnaissance, sans doute. Vue depuis le cosmos, la reconnaissance fut l'un des principaux objectifs de la spationautique, et ce dès le début. Le premier agent de renseignement cosmique fut German Titov. J'ai été pendant un certain temps commandant de la seconde section des cosmonautes. Cette seconde section était affectée au vol en direction de la station orbitale Almas. C'était une version proche du modèle Salyut, sauf qu'elle servait à des fins militaires. Je voudrais préciser ici ce que j'entends par militaire. Il ne s'agissait pas de moyens offensifs, mais de dispositifs permettant d'effectuer des missions de reconnaissance, de recueillir des renseignements sur certains objectifs terrestres. Certains d'entre eux étaient militaires, évidemment. Et j'avoue que c'était un travail intéressant. Москва, 24 мая 1972 года. В этот день было подписано соглашение между СССР и США о сотрудничестве в исследовании космического пространства в мирных целях. Это соглашение открывало новые возможности для широкого плодотворного развития научных связей между странами и народами в интересах мира и прогресса всего человечества. Первый экспериментальный полет кораблей «Союз» и «Аполлон» намечено провести в 1975 году. Ce fut un sacré changement. Dans nos programmes militaires, les Russes étaient nos ennemis. Ils nous inquiétaient et tous nos projets de défense étaient justement axés sur l'Union soviétique. Alors, inverser la vapeur et faire preuve soudain d'un esprit de coopération, ce n'était pas évident pour beaucoup d'entre nous. D'autant que nous avions souvent une formation militaire. Alors devenir du jour au lendemain l'ami de quelqu'un qui a été votre ennemi durant toute votre carrière, mais ce fut un revirement intéressant et même agréable. En 1974, l'équipage de Soyouz fit une tournée à travers les USA. Les Américains furent séduits, par Leonov en particulier. The United States, I want to visit Hollywood. Alexei Leonov, Soyuz commander. Because I want to be a movie star. Colonel in the Soviet Air Force. No, I don't want. Tom Stafford wants. Nous avons annoncé la mission Soyouz Apollo 3 ans à l'avance. Pas simplement la date, mais l'heure et la minute précise. Et nous avons respecté cet engagement. Nous avons montré au monde entier que nous étions capables de planifier et de mener à bien un programme annoncé plusieurs années auparavant.
Et cela nous a bien réussi. À partir de 1975, nous avons toujours fait état de nos projets à l'avance. All right, on a show. Oscar value loop 3. 17 juillet 1975, l'événement le plus médiatisé depuis le débarquement sur la Lune. Un avant-goût de Glasnost, l'espoir d'un dégel après des années de glaciation politique. 30 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, une nouvelle rencontre historique entre les Russes et les Américains qui devaient opérer pour la seconde fois leur jonction à la hauteur de la ville allemande de Torgau, sur l'Elbe. Mais à 220 km d'altitude cette fois-ci. Le projet Soyouz Apollo fut un fantastique coup de propagande qui venait à point nommé pour les deux camps, ce qui n'empêchait pas de poursuivre allègrement la course aux armements, tout en coopérant sérieusement dans certains domaines techniques précis. Pour tous les protagonistes, russes et américains, une évolution des mentalités commença à faire son chemin. Après des années de confrontation, une occasion de faire taire les préjugés et la méfiance. Les experts en fusée géraient apparemment mieux la situation que les hommes politiques. The best part of a good dinner is not what you eat, but with whom you eat. A gift from the American people to the people of the Soviet Union to provide a living memorial. Une poignée de main historique qui fut une fois de plus sans conséquence. The spacecraft commanders also joined the two halves of an Apollo-Soyuz medal. One half launched with Soyuz and the other half with Apollo, to symbolize the link-up in orbit. Oui, nous avions déjà prévu alors la seconde étape de notre programme de coopération avec un vol commun entre la navette Shuttle et Salyut. Nous nous étions consacrés depuis 2 ans à ce projet qui avait été approuvé par le président Ford lorsque Jimmy Carter, le nouveau président, décida de le suspendre. Il a joué là un rôle très négatif, car il a interrompu notre coopération pour 10 ans. 10 années que Jimmy Carter a sur la conscience. En 1978 démarre le projet Intercosmos, une tentative pour intégrer les autres États socialistes dans le programme spatial soviétique. Parallèlement à l'effet de propagande que représentait l'idée d'une coalition cosmique des pays frères, les considérations d'ordre scientifique et économique étaient non négligeables. À quelques exceptions près, cette entreprise échoua, victime des ambitions des hommes politiques et de leurs querelles de prestige. Sauf pour la Tchécoslovaquie, qui devint soudain la 3e puissance spatiale, grâce à Vladimir Remek. Je voudrais faire remarquer que dans le passé, on n'a pas toujours reconnu l'apport de l'astronautique à sa juste valeur. Beaucoup d'hommes politiques n'ont pas compris à l'époque qu'il fallait apporter un soutien à ces recherches et à ces travaux. Et aujourd'hui, hélas, la situation est très difficile, surtout du point de vue économique et financier. C'est pourquoi je ne peux pas dire ce que l'avenir nous réserve. Pour ce qui est en tout cas des relations qui existent encore dans le cadre du programme Intercosmos. On n'a pas su mettre en valeur le potentiel des anciens pays socialistes, les faire participer à l'Agence spatiale européenne, et donc à la recherche spatio-nautique mondiale. En 1982, nouvelle tentative d'ouverture en direction de l'Occident. Les Français s'entraînent pour un vol commun avec les Russes. Patrick Baudry reçoit d'abord une formation de cosmonaute chez les Russes et part ensuite comme astronaute à bord de la navette américaine. Ça a été d'abord un privilège de pouvoir travailler, me préparer chez les Soviétiques à l'époque et ensuite chez les Américains. Mais je dois tout d'abord dire qu'il y a eu beaucoup de changements depuis cette préparation, parce que c'était pour le premier vol franco-soviétique qui a eu lieu en 1982, donc il y a plus de 10 ans. Néanmoins, je dois dire que chez les Russes, l'approche du vol spatial était beaucoup plus enthousiasmante et plus peut-être religieuse que chez les Américains. C'est-à-dire que l'idéal, appelons ça un idéal, était placé beaucoup plus haut, finalement, et que pendant la préparation, on sentait un esprit de famille,
un esprit de camaraderie, une entraide, un esprit d'équipe très très fort chez les Russes, et je l'ai ressenti beaucoup moins chez les Américains. Au début des années 80, les Russes sont en passe de redevenir la première puissance spatiale. Car après leur alunissage réussi, les Américains n'ont plus grand-chose à proposer. Les Soviétiques s'étaient eux concentrés sur la mise en place de stations orbitales habitées et avaient atteint un niveau de quasi-perfection. L'une des performances les plus époustouflantes dans ce domaine fut l'opération de sauvetage de la station Salyut 7. On avait perdu tout contrôle sur cette cabine, qui dérivait dans l'espace et dont l'approvisionnement en électricité était interrompu. Une station morte. Gianni Bekov et Savinitch furent chargés de la remettre en service. On pourrait raconter un tas de choses sur ce vol. Lorsque nous pûmes remplir notre mission, c'est-à-dire quand nous avons trouvé la station et qu'il nous fallut l'accoster, Volodya Janibekov réussit une véritable prouesse, dont seul d'ailleurs un as des techniques d'arrimage comme lui était capable. Car la station tournait sur 3 axes à la fois. Et pour pouvoir l'approcher, il fallait que Janibekov fasse faire exactement les mêmes mouvements et à la même vitesse à notre vaisseau pour que la manœuvre de jonction réussisse. Car c'était là le problème majeur. Et lorsque nous avons ouvert le sas et que nous avons pénétré dans Salyut 7, nous nous sommes retrouvés dans un espace totalement sombre et glacial. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'était le silence absolu. Jamais je n'ai connu un silence pareil. D'ailleurs, quand je me souviens, je peux dire que c'était très angoissant. Je crois effectivement que ce vol restera unique dans les annales de la conquête spatiale. S'il y a un Dieu, qu'il n'oblige personne à refaire ce que Janibekov et moi avons fait. Et j'espère que nous ne perdrons jamais une station technique, que les débris entraînés par sa chute ne mettront jamais en danger la vie des habitants de cette planète. Des images dignes d'un film de science-fiction. La station spatiale soviétique Mir. Un pas décisif vers le 3e millénaire. Sauf que les jours de l'URSS étaient dorénavant comptés. Gorbatchev, le nouvel homme fort de Moscou, avait des plans ambitieux, qui battaient souvent en brèche ceux des militaires. Nombre d'entre eux reprochèrent au nouveau chef de l'État de ne penser qu'à sa propre carrière et à avantager les États-Unis, au détriment de sa patrie. Le mot était lancé, perestroïka. Même si les objectifs restaient flous, le prix à payer était clair, il fallait désarmer. Le désarmement à n'importe quel prix, ou presque, mais il était de toute façon trop élevé pour les militaires. On en comprendra aisément les raisons. La crise de la recherche spatiale que nous constatons aujourd'hui, non seulement en Union soviétique, mais dans le monde entier, est liée à la fin de la guerre froide. Presque partout, l'astronautique a perdu les appuis militaires qui lui permettaient de se développer. L'Union soviétique a été la plus touchée, simplement parce que ses programmes étaient plus axés sur l'aspect militaire que ceux des autres. Buran et Energia. La réalisation de la navette russe Buran est passée quasiment inaperçue, alors qu'elle est bien aussi performante, sinon meilleure, que le shuttle américain. Le lanceur Energia est jusqu'à aujourd'hui, et de loin, le plus moderne du genre. Les militaires rêvaient déjà d'une flotte spatiale de navettes Buran avec des plateformes de lancement et des stations laser positionnées en orbite. Arme miracle pour jouer à la guerre des étoiles. Mais dans un état qui s'acheminait vers la banqueroute, le programme fut suspendu, faute de moyens. Le 15 novembre 1988, Buran effectua son premier et son dernier vol, alors que tout avait fonctionné à la perfection. La mort du projet de navette, c'était aussi le début de la fin pour l'URSS. Un choc pour tous ceux qui avaient travaillé à la conception de Buran. Nous avons travaillé sur Buran.
et sur la fusée Energia. C'est une fusée du XXIe siècle. Elle n'a aujourd'hui pas d'autre charge utile possible en dehors de Buran. Et le fait d'avoir enterré ce programme est une grande tragédie, non seulement pour les ingénieurs concepteurs, mais aussi pour une myriade de spécialistes qui y ont consacré 16 ans de leur vie et qui se retrouvent aujourd'hui, pour ainsi dire, au chômage. C'est-à-dire que nous les avons réaffectés ailleurs et qu'ils travaillent maintenant sur d'autres projets. Mais nous risquons de perdre cette avance scientifique et technologique. Je suis certain qu'on aura besoin de ces éléments au siècle prochain. 4 navettes ont été construites. Le projet a englouti 20 milliards de roubles. Il faudra du temps avant de savoir si cet énorme investissement aura été vraiment en pure perte. Dans toute situation, il faut savoir espérer des jours meilleurs. Et c'est possible avec un changement de gouvernement. Les choses, les situations évoluent. Il y a maintenant des hommes nouveaux. Un point positif est le vote d'une loi sur la politique spatiale. Nous n'avions jamais eu ça du temps de l'Union soviétique. Je pense donc qu'il faut être néanmoins optimiste et que nous pourrons poursuivre nos recherches sur ces systèmes avancés. Terminus ou escale provisoire, la navette la plus moderne du monde est pour l'instant exposée au parc de loisirs de Moscou. L'histoire a éliminé Gorbatchev de tous les postes de responsabilité, parce que cet homme n'a pas été capable de diriger un grand pays, un grand État comme le nôtre. Et maintenant, c'est à lui de voir ça avec sa conscience. De plus, il a précipité la science et la recherche soviétique, russe, dans l'abîme. Je le lui ai dit personnellement. J'ai fait remarquer à Mikhail Sergeyevitch, lors d'une rencontre, qu'il ne pouvait pas y avoir de futur État sans science et sans recherche. La station Mir, elle est depuis 1986 dans l'espace, le joyau de tous les engins portant l'emblème du marteau et de la faucille. Planant dans l'espace, le symbole de la faillite d'un empire moribond qui avait su le premier partir à la conquête du cosmos. Au moment du lancement de Mir, ses constructeurs pensaient que d'ici à l'an 2000, une immense station orbitale soviétique tournerait autour de la Terre. En 1991, tous espéraient que cette station naviguerait encore longtemps sous la bannière frappée de l'emblème du marteau et de la faucille, comme l'astronaute Arzibarsky. Voilà comment j'avais fait. J'ai défait mon scaphandre, comme maintenant, ma chemise, et j'en ai tiré un beau drapeau soviétique. Il est vraiment beau. On devrait le montrer. Un drapeau comme ça, exactement comme ça, dans le même tissu. Il est resté sur la station Mir pendant plus d'1 an, si bien que quand sur Terre, on a amené tous les drapeaux de l'Union soviétique, eh bien, il en restait un sur la station Mir, un drapeau soviétique. Baïkonour, situé aujourd'hui au Kazakhstan, la légendaire gare des étoiles. C'est de là qu'a été lancé le premier Spoutnik, de là qu'est parti le premier homme dans l'espace. Envoler les espoirs de lendemain radieux, nourris dans les années 50 et 60. Des rampes désaffectées, peu de lancements en prévision. À Baïkonour, les Russes se sentent maintenant étrangers. Ils doivent louer les installations au nouvel état du Kazakhstan, contre des dollars sonnants et trébuchants bien entendu. À part ça, Baïkonour est devenu un lieu d'excursion dont sont friands les touristes étrangers et les stratèges en marketing occidentaux. Pour eux, c'est déjà presque un musée. Pour les héritiers de l'URSS, c'est un objet de litige. Car l'effondrement de l'Empire rouge a bien sûr conduit au démantèlement de la recherche astronautique. Aujourd'hui, c'est dur, très dur pour nous de venir à bout tout seul d'une telle situation. Nous le pourrions, mais nous n'avons tout simplement pas d'argent. Il faut pouvoir payer les gens pour éviter la fuite des cerveaux. J'ai publié récemment un article dans une revue, dans lequel j'écris que la Russie est capable de choses fabuleuses dans le cosmos, mais que personne n'est apparemment là pour l'aider sur Terre. C'est une question d'ordre philosophique alors que nous savons tout faire.
Je pense qu'ils ont quelque chose à vendre. Je crois qu'ils sont actuellement tout à fait ouverts et conscients de leurs responsabilités. Mais ils aimeraient faire des affaires non seulement avec les USA, mais avec tout client intéressant pour eux. Et ce qu'ils ont de mieux à vendre, c'est certainement leur savoir-faire en matière de fusées. La raison en est que nos bombes étaient tellement performantes qu'eux ont inventé des fusées meilleures que les nôtres pour larguer leurs propres bombes. Depuis Spoutnik, ils se sont concentrés sur les fusées et les missiles, et maintenant ils ont d'excellents engins. Quant à nous, nos technologies de pointe se situent dans d'autres domaines. Les soviétiques sont devenus des émules de Henry Ford pour les fusées. Ils en ont une quantité phénoménale et elles fonctionnent. Ensuite, la question est de savoir combien coûterait un lancement. Il faudrait voir si ces prix correspondent vraiment au marché ou pas. Il est certain en tout cas que l'industrie spatiale russe ne peut se financer qu'avec des devises. Il est peu probable que les campagnes de publicité des fabricants de cigarettes ou de produits électroniques permettent de compenser la misère financière actuelle. Il est actuellement question que Baïkonour soit géré par une société anonyme. Je ne sais pas où cela va nous mener. Espérons qu'il en ressortira quelque chose de positif. Mais cela prendra du temps. Je ne voudrais pas non plus que l'on commence par détruire tout l'ancien système pour recommencer à zéro, comme cela a toujours été le cas chez nous auparavant. Je préférerais que l'on parte des bases actuelles, qu'on tienne compte de ce qui existe déjà, en modernisant ce qui est obsolète, en mettant en place des structures nouvelles et des conditions différentes sur le plan économique. Peut-être que cette société anonyme se fera. Plaise à Dieu qu'elle soit alors capable de fonctionner pour que nous puissions poursuivre nos recherches dans le domaine spatial. Car pour être franc, je vois mal quel succès et quelle perspective pourrait s'offrir à notre astronautique pour les 5 prochaines années. Le cosmos au quotidien à bord de la station Mir. En état d'apesanteur, on ne ressent pas trop les effets de la crise de l'astronautique. Jusqu'à présent, les cosmonautes ont toujours pu faire leur travail, indépendamment des contingences terrestres à Baïkonour. Depuis des années, la station est habitée en permanence et la liste des nouvelles recherches et expériences à faire est bien fournie. Si sur le plan économique, le nouvel État qui gère les lambeaux de l'Empire soviétique est ruiné, il conserve, pour ce qui est des moyens militaires et de l'astronautique, encore tous les attributs d'une superpuissance. Sauf qu'on ignore si la Russie a l'intention de s'en servir, quand et comment. Car avec la station orbitale Mir, la navette Buran et le superlanceur Energia, elle dispose aujourd'hui de l'arsenal spatial le plus puissant du monde. Le problème est que nos difficultés financières ont accéléré le processus et la situation évolue apparemment plutôt au détriment de la Russie. Car nos partenaires savent pertinemment que notre programme spatial se déroule dans des conditions extrêmement difficiles. Nous sommes tout simplement forcés d'accepter une coopération, même si c'est dans un cadre défavorable pour nous. Cela d'autant plus que l'Union soviétique n'existe plus et qu'aucune république, y compris la Russie, n'est dotée des moyens nécessaires pour financer un projet aussi complexe que celui de Mir. D'autant qu'à l'époque, cette station avait été lancée grâce à toutes les républiques de l'ancienne URSS. Il est prévu de construire une station orbitale commune avec les Américains. Un tel projet n'est possible que grâce à l'extraordinaire expérience des Russes en la matière. Sans eux, pas de station orbitale internationale dans les années à venir. Mais ils ne se contenteront pas de jouer les seconds en laissant décider les USA. Ils soupçonnent ces derniers de vouloir les utiliser, comme ils l'avaient fait avec Werner von Braun et son équipe après la Seconde Guerre mondiale. Nous, dans les pays occidentaux, nous devons conserver notre liberté et continuer à travailler sur nos stations spatiales. Nous devons veiller à ne pas nous mettre dans une position où nous serions totalement dépendants des Russes. Il faut que nous concevions notre station en étant le plus indépendant possible par rapport au programme russe. Pour le cas où une quelconque crise politique éclaterait d'ici la date prévue pour le lancement, ce serait au plus tôt début 1998, et où leur participation à ce vol deviendrait impossible. Nous n'allons tout de même pas laisser notre matériel dans des caisses au sol en attendant qu'ils puissent nous accompagner. Nous avons besoin d'un véhicule spatial qui soit opérationnel, avec ou sans les Russes. Image prise dans une usine de fusées à Moscou. Fusées en stock. Les caisses de l'État sont vides. Compte à rebours pour le néant.
Je ne suis pas trop optimiste. La crise de la recherche spatiale n'est que le reflet de la crise générale qui secoue notre pays, l'ancienne Union soviétique. Je l'ai déjà souligné, mais vous savez que la spationautique est un secteur important de notre économie nationale. Nous disposons de dizaines de bureaux d'études, de centaines, pour ne pas dire de milliers d'entreprises, de dizaines de milliers de salariés qui ont jeté les bases de notre industrie astronautique. Et si celle-ci s'effondre, c'est parce que toute notre économie s'effondre. Je ne sais pas où cela nous mènera. Difficile d'ignorer la crise de cette recherche spatiale qui se mène maintenant sous les couleurs de la Russie. Ici, l'ancienne exposition permanente des réalisations des républiques de l'Union. Dans le pavillon qui abritait autrefois les reliques des héros soviétiques de l'espace, on admire aujourd'hui des belles américaines. Et on continue de brader à tout va. Voici le dernier ouvrage consacré à la recherche spatiale soviétique. Il est peut-être nouveau, il est peut-être beau, mais son contenu ne me plaît pas. Quand vous pensez que la règle à calcul de Sergei Pavlovitch Korolev, notre maître à tous, le père de notre astronautique, a été vendue aux enchères chez Sotheby's, c'est une relique nationale. Elle a sa place dans un musée. La vendre aux enchères, c'est en tout cas immoral. De même pour le télégramme de félicitations de Khrouchtchev à Gagarine. Il faut que ça appartienne à un musée, pas à un collectionneur privé. Property of the daughter of Sergei Korolev. Lot number 68. And $10,000 a bid now bidding at 10. At 10,000, 11, 12, 13,000. Pour savoir si les dernières pièces de l'héritage spatial soviétique atterriront dans un musée, mieux vaut lire dans les étoiles. Tout ce dont on est sûr, c'est de la prochaine vente chez Sotheby's. 21, 2, 23,000, 4, 25,000, 6, at 27,000, 8, 29,000, at $29,000 now bidding $29,000 now, at $29,000 now bidding $30,000 on the telephone now, at $30,000 now bidding $30,000, 32,500, at 32,500, at 32,500 now bidding $32,500, $35,000, at $35,000 now bidding $35,000, 37,500 now, at 37,500 now bidding 37,000 for 40,000 is near me now at 40,000.